des heures de stress avant de rentabiliser son business. Parmi ces facteurs, nous allons plus citer l'environnement. Comme tout élevage, l'environnement est un facteur très important à prendre en compte lorsqu'on veut se lancer. En fonction de chaque animal, vous saurez dans quel type d'environnement vous êtes en train de plus donner des résultats attendus. En ce qui concerne l'élevage des amateurs, ils sont très sensibles à notre température. Comme dans la nature, on les retrouve seulement dans les raffias et les paniers à huile. Donc, on essaye de créer un environnement qui sera favorable à les températures qui est similaire à celle de la nature. Donc, il est mieux de les élever dans un bac, comme je l'ai dit, avec un substrat assez mouillé pour qu'ils puissent avoir un semblant d'environnement comme la nature afin de bien se reproduire. Et tout cela, il doit être éloigné des prédateurs tels que les fourmis et les mouches. Parce que quand vous mettez vos immunitaires dans un bain, lorsqu'ils essaient de produire déjà des larves, les petites mouches peuvent venir pondre à l'intérieur. Et ils vont éclore, ce qui va affecter votre production. Les fourmis également mangent les petites larves. Donc c'est mieux de les utiliser, mettre les superviser les bancs, il faut mettre les bancs à l'eau du sol. Si c'est un sol sur la terre ferme, comme les moussons, les moustiques, les mouches sont plus accessibles de sortir du sol et superviser les bancs. Également, le choix des immunitaires, c'est très important à prendre en compte pour pouvoir avoir un bon résultat. Il existe deux types d'immunitaires, si je peux dire ça ici, parce qu'il y a des immunitaires qu'on produit déjà, il y a des immunitaires qu'on récolte dans la nature. Mais les immunitaires qu'on récolte dans la nature, c'est qu'on ne peut pas savoir avec certitude s'ils ont déjà fini leur cycle de production, parce que généralement ils prennent entre 80 et 300 heures tout au long de leur cycle. Il peut faire 3 cycles avant la date de pause, si je peux dire ça ici. Donc, lorsqu'on présente les résultats dans la nature, certains résultats peuvent être stériles. Si vous les mettez dans les boîtes, ils ne vont pas prendre. Donc, c'est toujours mieux de prendre les génitaires issus des élevages que de prendre les génitaires dans la nature si vous voulez être sûr d'une bonne production. Et aussi le type de substrat. Plusieurs types de substrats sont utilisés pour cet élevage. On a la canne à sucre que certains utilisent. Et ce qui est un substrat simple, certains récoltent même déjà les cœurs de palmier dans la nature pour utiliser en élevage. Mais le substrat que nous utilisons, c'est un substrat composé de trois ingrédients. Des peaux de noix de coco, de la pommade de porc et du manioc. Chaque substrat répond à un besoin spécifique à cet élevage. Alors, c'est dans la formation que nous allons entrer en profondeur pour pouvoir expliquer le rôle de chaque ingrédient dans cet élevage. Donc, il est important de choisir le substrat en fonction du taux de réussite que nous voulons avoir et du goût que va apporter le substrat. Voilà. Parce que généralement, certains disent que la canne à sucre apporte un goût légèrement sucré. Donc, les gens n'aiment pas trop ce qui est sucré. Donc, ce qui est comme dans la nature, le goût de la nature. Aussi, le bac que vous utilisez, comme je l'ai dit tout à l'heure, le bac peut impacter sur la pollution si les bacs bien protégés. Et comme je l'ai dit, les bacs en plastique, je vais montrer une photo tout à l'heure, elle est plastique. Donc, mieux le bac est protégé, mieux vos larves sont en sécurité et vous aurez de bons bénéfices. Également, après avoir produit vos larves, après avoir mis vos composés en place, il faut également chercher des stratégies pour pouvoir vendre les gens. Comment il faut vendre avant le produit. Donc, on essaie de mettre en place des stratégies marketing pour pouvoir vendre notre produit, mais pour la demande n'est pas, la demande est assez supérieure par rapport à l'offre. Donc, ici, là, on va prendre en compte les mesures permettant de répondre aux besoins des consommateurs, aussi de les anticiper. Cette stratégie d'étude part d'une étude du marché et prend en compte la réaction du marché avant de lancer une offre.
L'évaluation de ces stratégies va consister en analyser le marché. Vous fixez les objectifs. Vos objectifs dépendent de chaque producteur. Chaque producteur a une objectif spécifique. Comme je l'ai dit, il y a certains qui produits tout est larves, uniquement pour vendre les larves. Certains vont produire et transformer pour pouvoir vendre des géniteurs. D'autres feront les deux. Produire les larves, revendre une partie et vendre les géniteurs, l'autre partie. Donc, les objectifs dépendent de chaque personne. Aussi, certains ont pour objectif de rentabiliser le business, ceux qui se sont lancés, de pouvoir augmenter leur business. Donc, l'objectif dépend de chaque personne. Il faut également que le profit potentiel de chaque client. Donc, vous aurez des clients quand vous commencez dans l'élevage. Lorsque vous avez analysé le marché, vous devez savoir à qui vendre. À qui vendre, dans quel marché, analyser les situations dans lesquelles vous pouvez vendre votre marché, chercher les potentiels clients, les potentiels clients. Comme dans cet élevage, il y a plusieurs endroits dans lesquels nous pouvons vendre également. Il y a les marchés qui doivent dire ici à Yaoundé. On achète généralement du goût et c'est très tôt le matin. Le matin, on dit là-bas, je pense qu'on peut aller prendre. Mais si vous voulez faire dans un élevage intensif, vous pouvez également entrer en contact avec les restaurants pour pouvoir créer un partenariat pour ceux qui vont prendre en grande quantité. Et observer aussi la concurrence. Parce que, comme nous savons tous qu'au marché, chacun n'a pas les mêmes prix. Chaque producteur a son prix et en fonction de la tendance du marché, vous pouvez savoir à combien vous pouvez vendre là et maximiser le bénéfice. Donc, vous devez observer la concurrence afin de savoir vraiment où vous positionnez pour la vente de vos larves. Donc, je pense que pour le séminaire des larves, le minimum a été dit et l'essentiel sera dit lors de la formation. Le reste sera dit lors de la formation la semaine prochaine, le 17 et le 18 août, ici même au centre. Ça, c'est. Ça, ce sont les géniteurs. Cette image, ce sont les géniteurs. Les enfants que l'on retrouve au Cameroun, puisqu'il y en a plusieurs types. C'est celle-ci qu'on retrouve ici au Cameroun avec deux traits rouges au-dessus du rostre ici. Et là, ce sont les larves déjà produites qui sont pas encore en maturité. Lorsqu'ils sont en maturité, ils sont plus gros avec une couleur plus foncée que celle-là. Ça, c'est les larves dont je vous parlais. Ils existent en deux côtés. Il y a les grands et les petits. Ceux sont les petits, il n'y a pas besoin de grands, sauf si vous voulez augmenter la quantité de substance que vous voulez. Et également, ça sont les bassines. Quand vous levez les bassines, comment vous allez fonctionner? Puisque les bassines, normalement, ça vient sans couvercle. Et vous ne pouvez pas laisser une lave exposée à l'air. Donc, vous mettez dans la série autour. Vous attachez avec une forme scotchée. Mais quand vous scotchez, ça va être difficile de suivre les besoins de votre lave. Vous obligé de venir de scotcher à chaque fois. Donc, c'est déjà attaché avec une forme que vous pouvez facilement détacher, vous l'attacher après. Mais c'est exactement que je vais faire en moustiquaire. En moustiquaire, on ne peut pas faire la tête parce que les mailles sont plus grosses. Les géniteurs s'accrochent dessus, finissent par mourir. Donc, c'est mieux en moustiquaire parce que les mailles sont plus fines et les géniteurs ne s'accrochent pas facilement dessus. Mais ce que je conseille toujours, c'est les bancs pour ceux. C'est plus sécurisé. C'est facile à entretenir, c'est facile de suivre l'évolution de vos larves. Et aussi, pour utiliser ce blanc, on perfore la microproduction là, on ne va pas faire la micro. On perfore et beau dessus pour pouvoir permettre l'amélioration puisque c'est complètement fermé. Et là, on n'a pas besoin puisque la mousseline a déjà des mailles qui les servants puissent respirer. Donc, lorsque vous faites ainsi, à 25 jours, vous pouvez regarder un peu là. Et il commence à se reproduire à partir du 5e jour. Donc, pour un élevage bien, si les conditions sont bien respectées, à
partir du 7e au 10e, nous pouvons observer les petites larves, mais vous ne pouvez pas voir les œufs. Puisque les œufs sont très petits, comme les petits grains de vous ne pouvez pas les voir. Donc, c'est à partir du 7e jour que vous pouvez observer les larves, même parfois, avec cette taille-ci, avec cette taille, à partir du 7e ou du 10e jour. Il faut reporter à 2e, 30 jours, ça dépend de vous. Ça dépend de ceci des clients. Il y a certaines cultures là où vous attendez 30 jours pour les cultiver. Et même les arbres de semaine pour les cultiver, c'est la semaine pour donc, après la formation de la petits séminaires, on passe à la présentation des différentes formations organisées par la FONMA, c'est une organisation, je sais que c'est une formation maternité qui est une organisation dont l'objectif global est de promouvoir le développement social et économique de l'homme par la connaissance des droits juridiques. Comme nous connaissons tous, maternité qui est un militant de la paix et tout et les droits de l'homme dans notre violence. De ce fait, nous organisons plusieurs formations dans la vie de loi, dans la vie de la vie, dont le but est d'encourager et accompagner les personnes des séances nationales de culture et d'élevage, tout en offrant la possibilité de participer à des formations que nous organisons chaque mois. Plusieurs formations ont déjà été organisées à l'État de la pisciculture, en étant et la production des aliments du civil. La formation en agriculture qui a eu lieu la semaine passée à Yaoundé. La formation en étant a eu lieu l'an dernier. Elle a été faite par les ingénieurs biologiques qui sont venus de là. Une formation théorique et une formation pratique sur les modules qui suivent. Et la présentation de quelques modules sur la présentation sur la parole communiquée a eu lieu. On a parlé de la présentation des différents types d'étangs et de valorisation, les systèmes de production en étang et les techniques de production d'animaux naturels. Donc les formations sont toujours disponibles pour ceux qui sont intéressés. Et la phase pratique a eu lieu à Ibouba, celui qu'on avait formé auparavant et qui s'est lancé à son propre compte. Elle était également conçue de quelques mesures, à savoir l'étude du sol et les constructions des étangs en fonction du type de sol, le choix du site et la sélection des espèces à éviter en fonction du site, les techniques de nutrition. Et en ce qui concerne la formation en production d'animaux, elle a été en mars, elle a été donnée par les mêmes formateurs avec des modules souvent sur la page théorique. Les méthodes de production artificielle, les étapes de production et comment suivre ces larves après avoir incubé. Elle a eu ici à Yaoundé, à l'université de producteur également pour la première fois et la deuxième fois, elle a eu lieu à Simon. Car ça a été financé par la mairie de Yaoundé. Elle a consisté à visiter une écloserie, à parler des techniques de choix des géniteurs et des techniques d'ingestion hormonale. En ce qui concerne la formation sur la présente, elle a déjà eu lieu ici à Yaoundé. Elle a été également faite en deux phases, la phase théorique et la phase pratique. La phase pratique, la théorie a contribué à faire un petit rappel sur la formulation des aliments tels que le porc, la volaille et les poissons. Et cette phase a eu lieu à Eva, pour ceux qui connaissent l'école pratique de l'agriculture de Guinée. Juste avant qu'il y ait la phase pratique.
Et c'est également là-bas qu'on a fait un peu de pratique sur l'élevage, sur l'agriculture. Sur l'agriculture et le fumage de poulet également. Et en ce qui concerne la phase de pratique, il y a eu la présentation de la granuleuse, la minoterie en général et les appareils de la granuleuse, la part des techniques de fabrication des aliments et en bonus un compte d'exploitation prévisionnelle. Et cette formation a également eu lieu à Douala le 11 au 12 août. Le tableau ci-dessus présente les différentes formations organisées par la FOMAC. J'ai déjà eu à voir les certaines formations. Il y a la formation en agriculture, on a déjà fait. Les trois premières formations, il y a fait. Il y a la formation en entrepreneuriat, en groupe national. Je pense qu'il y a un séminaire, bien que tu aies le séminaire sur ça aujourd'hui. La formation en agriculture, je veux parler qui va la semaine du Chili. La création des échelons des sociétés qui va être aujourd'hui par M. Félix. La formation en agriculture qui aura lieu du 1er au 2 août à Yaoundé et du 15 septembre plutôt à Yaoundé du 15 au 16 septembre à Douala. La phase de pratique se fera également à Guinea. Et la horticulture également. Généralement, nous faisons toutes nos phases de pratique ici à Guinea, comme vous l'avez constaté. Et la culture du tournesol et transformation en huile du 1er au 2 septembre ici à Yaoundé, à Douala du 29 au 30 septembre à Yaoundé. La formation en agriculture biologique et engrais biologique du même mois et donc ça sera, la phase pratique sera à l'Institut de recherche agricole pour le développement agréable. Et enfin la transformation agroalimentaire qui aura lieu le même mois à Yaoundé comme à Douala, toujours à l'Iran. Donc, pour ceux qui sont intéressés par les formations, il suffit de. Il y a le numéro mais pour ceux qui sont intéressés, les programmes là, il suffit de vous contacter. Les formations sont disponibles à tout moment. La phase de pratique également. Bon, je pense qu'on a déjà écouté 15 minutes. Donc, pour ceux qui ont des questions, je suis là pour répondre. Oui. Bonjour. Bonjour. Vous avez présenté l'activité d'élevage des habitants. Oui. Vous avez également présenté un volet marketing. Oui. Maintenant, est-ce que à votre niveau, vous avez déjà pu mettre en place un niveau de distribution de manière à ce que les éventuelles personnes qui ont été formées, qui seront formées, puissent directement positionner leurs produits? Actuellement, il y a la création d'un site dont on est en train de vouloir faire, qui est déjà en cours, et qui aura pour objectif de vendre tous nos produits. Et présentement également, aussi, on a une relation avec un restaurant chez qui nous comptons livrer nos ventes. Donc, lorsque vous avez commencé votre production, on peut acheter votre production et bien le vendre. Donc, de manière pratique, si je fais la formation et que je commence par une production relativement moyenne. Oui, à partir d'un kilo. Oui. Je pense que mes habitants ne pourront pas chômer avant d'être achetés. Comme je l'ai dit, la demande est supérieure à l'offre. Donc, vous n'aurez pas le problème de vendre. La demande peut toujours être supérieure à l'offre, mais Oui. lorsque la demande en réalité n'est pas organisée, ça nous reste toujours. Parce qu'il y a beaucoup d'agriculteurs, nous parlons dans le domaine agricole, il y a beaucoup d'agriculteurs qui, au moment des récoltes, ont beaucoup de kilos, par exemple, de maïs.
Mais on sait bien qu'à certains moments, le maïs manque. Par contre, on a des agriculteurs qui ont du maïs mais qui ne parviennent pas à la collecte. Bon, en gros, nous achetons notre production à partir d'un kilo pour pouvoir les revendre. Donc, de ce côté, ne vous inquiétez pas. Également, il tient le déploiement des formations, les intrants seront disponibles. Donc, si vous souhaitez vous lancer directement après la formation, utilisez le nécessaire de votre inscription pour qu'on puisse vous apporter le matériel nécessaire le jour de la formation. Le matériel, c'est Le matériel pour se lancer dans notre 10 000, comme je l'ai dit, nous avons besoin d'un bac de sécurité. Vous pouvez également acheter la base 1000 francs, ça dépend de vous. Le bac pour 3 500. Si vous avez la moitié, tout ce que vous avez besoin de la moitié, vous découpez les noix, les pots de noix, le manioc, car il est en besoin. Maintenant, c'est pas que l'on a. Et l'aliment, on n'a pas besoin de traitement, puisque vous mélangez. Donc, il y a une balance pour mesurer les quantités. Puisque on ne peut pas avoir ça. Il y aura besoin de balance. Et vous nous offrez tout ça à 10 000. Pour le matériel, sans la balance, parce que 3 500 pour le bac, le coût de l'ingénierie, c'est 1 000. Et vraiment, il y a 2 coûts par bac. Il y a une maximiser pour la construction. Est-ce qu'on peut être plusieurs couples là-dedans? Il y a juste à 5 couples, on ne parle pas de Je ne peux pas laisser cela là-dedans. non. C'est un bac assez, je pense que c'est plus de 5 000 fruits. Donc, 5 000 fruits, ça me mange. Mais comme je l'ai dit, il y a également des grands formats. Donc, peut-être que je vais mettre ça de là, je sais qu'il y a des grands formats qui est pas le plus d'espace. C'est l'estimation que vous avez de médiane entre un couple ou bien de plusieurs couples là-dedans. Ah, des 2 couples. Deux. Quand il est 10 000, c'est 2 couples. Donc, à partir de 3 couples, nous avons fait les quantités de la. Je vais demander au niveau de la production. Lorsqu'on est venu, quand on est là, vous avez parlé de. La lave pond du nord, puisqu'elle dit qu'elle peut prendre 300 tout au long de son cycle. Elle peut avoir 300. Et par cycle, elle peut prendre en moyenne 80 300. Donc, si vous mettez 2 couples et si elle prend la moyenne 80, ça peut permettre un 80. Autre question. Fin question. La formation, on a Chers amis, nous n'avons pas encore vendu la formation à Goa, mais si vous désirez une formation, on peut le faire ici. Vous êtes à Goa. je suis je vais lancer. Si vous êtes à Goa, on vous va dans 15 jours pour faire la formation. Et d'ici prochainement, on aura même des bacs ici. Moi, je voulais demander, c'est pas uniquement pour moi. Lorsque vous avez une formation, est-ce qu'on n'a pas encore lancé, programmé une formation des habitants à Goa? Pas encore, ça fait cette formation qui doit être dans 15 jours programmée à Goa. C'est bon, les questions. Généralement, vos formations mettent combien de temps? Et est-ce que vous accompagnez par exemple des personnes que vous avez formées? Mais il y a un accompagnement sur 3 mois, chaque formation. Donc, lorsqu'on vous forme, on vous suit pendant 3 mois. Si ce sont les élèves de l'emploi, par exemple, ils ne peuvent pas prouver ce qu'ils ont vous suivre. Et c'est sur quelle période par exemple? Je ne sais pas si ça tient compte du jour du 28 ou 29 avril, du 11 août. Non, ça prend effet à partir du moment où vous avez lancé votre production. Le suivi, oui. Et pour la formation, par exemple, la durée de la formation, est-ce que c'est 1 mois, est-ce que c'est 2 mois? Non, il y a des dates là. 2 jours. C'est 2 jours. 2 jours. Mais la formation prend 2 jours. Le premier jour, c'est normalement la phase théorique. Et le deuxième, c'est la phase pratique. C'est suffisant pour tout assimiler. C'est suffisant. C'est toute une journée. Pratiquement toute une journée.
Puisque c'est pas comme à l'école où on fait des gros supports. Ça, on parle de sensible. Et comment vous suivez, ça vous permet également de bien connaître ce que vous faites. C'est pour ça qu'il y a un suivi après. C'est bon. C'est bon. Ok, la prochaine personne, c'est qui? Vous allez utiliser la machine. Je n'avais pas prévu hier que les vidéos conversion, je m'avais dit, je ne sais pas comment on va procéder parce que j'ai un que je peux exploiter, mais je n'ai pas toutes les parties. Vous avez une encore là, un brevet. Il y a un visuel. Développement des territoires à travers la structuration coopérative. Je suis Yvonne Amafi, formateur correspondant en économie sociale et solidaire. Et je vais intervenir sur le thème développement des territoires par la structuration coopérative. Donc, nous allons aborder les notions de développement territorial, les notions d'économie sociale, les notions de filialisation et le résultat des unités d'économie sociale. Alors, le développement territorial peut être vu comme un processus visant à améliorer justement le bien-être et le niveau de vie des populations d'un territoire à travers ces évolutions économiques, sociales, culturelles et environnementales. Ce processus voit intervenir plusieurs parties prenantes, dont on peut énumérer les agents économiques et les pouvoirs publics. Pour parler de développement, il faudrait justement que ces parties prenantes mènent des actions visant à améliorer et à développer à travers des moyens à leur disposition. Pour ce qui est des pouvoirs publics, nous avons des collectivités territoriales qui souvent viennent en appui aux acteurs dans divers secteurs d'activité, dans le cadre d'impulser un secteur d'activité, vont apporter des appuis financiers, que ce soit des individus à des organismes sociaux, dans le cas de la dynamisation, par exemple, d'une filière, pour lancer, par exemple, des nouvelles cultures,
je prends le cas de l'agriculture, si on veut peut-être lancer, peut-être la production, je parle de la production des aliments comme on l'a présenté tout à l'heure. À ce moment-là, les collectivités territoriales peuvent venir en appui à des individus, des organismes, ou des organismes qui vont justement promouvoir cette activité de production des aliments. À côté de cela, les organismes publics peuvent également apporter un soutien matériel, toujours dans le même cadre, des équipements divers, même de la matière première, des écrans, des semences. Ils peuvent également apporter un soutien technique. Maintenant, on peut voir ça comme un cadre plus aisant et plus encadré. Je prends le cas de l'économie sociale, avec la loi 2019 portant gestion de l'économie sociale au Cameroun, adoptée par le décret d'application 2020 du chef du gouvernement portant structuration et organisation des réseaux d'économie sociale et solidaire. Ce qui nous amène à parler de la notion d'économie sociale. Parce qu'on ne peut pas parler de développement sans économie. Je l'ai dit tout à l'heure. Pour le développement, il fallait s'appuyer sur des indicateurs tels que les évolutions économiques et sociales. Donc, si on veut entrer dans l'économie sociale, il faudrait qu'on sache exactement ce que c'est que l'économie sociale. L'économie sociale, ça peut être vu comme l'ensemble des activités menées par des organisations, des entreprises, et aussi sur les principes de solidarité et de participation, tout en recherchant l'intérêt collectif. Toujours dans le cadre de l'appui technique des institutions publiques apportées aux acteurs de l'économie sociale, le chef du gouvernement, signant le décret 2020, a mis à disposition des acteurs de l'économie sociale ce cadre visant à les structurer, à les filialiser, tout en commençant par l'acteur à la base, c'est-à-dire le petit commerçant, l'agriculteur, l'artisan. Et à côté de ça, les a dotés d'outils permettant justement d'avancer dans cette structuration en signant un partenariat avec une institution française, l'ONG-PFAC, qui va justement encadrer la structuration dans les différents territoires. Et toujours en collaboration avec les collectivités territoriales, ce que nous appelons aujourd'hui les réseaux locaux d'économie sociale et solidaire. Donc un réseau local d'économie sociale et solidaire, c'est une organisation qui encadre justement les coopératives structurées. Ces coopératives sont structurées par filière d'activité. Donc c'est-à-dire si je suis artisan, je prends le cas du service, on s'organise en coopérative du service. Si je suis artisan du bois, on s'organise en coopérative de producteurs de transformation du bois. Si je suis artisan de couture et textile, on s'organise en coopérative de couture et textile. Comment cette organisation viendra donc développer notre territoire? Nous revenons sur la notion de développement. Je vais prendre un cas pratique sur peut-être les acteurs de la couture. Je
tiens un exemple parmi tant d'autres. Je suis couturier par exemple. J'exerce cette profession libérale dans l'informel. Une chose est sûre, l'informel dans lequel j'exerce, tu exerces, il exerce, ne profite à personne d'entre nous, que ce soit nous les artisans, les consommateurs et les pouvoirs publics. Personne n'est gagnant dans ce désordre. Parce qu'il n'y a aucune, non seulement il n'y a aucune traçabilité, et chacun de nous a la liberté de fixer le prix comme bon lui semble. Mais si on fait référence au décret d'application qui structure justement les unités d'économie sociale, en leur permettant de s'organiser en coopératives par filière d'activité, on se rend compte que si moi je fais de la couture, tu fais de la couture, tu fais de la couture, et on décide de s'organiser. Individuellement, il est clair que nous faisons face à des difficultés telles que ce soit l'approvisionnement en matières premières, l'acquisition du matériel. Ça, ce sont les besoins pour ce qui est de cette activité de couture. Si nous sommes individuels, l'acquisition même du matériel peut être non seulement plus coûteux et peut nous prendre beaucoup plus de temps. En s'organisant en unité, on gagnerait plus. Si je veux une machine, par exemple, tu veux une machine, elle veut une machine, il veut une machine. En collaboration, en coopérative, on ne va plus aller sur le vendeur au marché central. On ira directement sur le grossiste, sortir l'usine même. Est-ce qu'on se comprend? Que ce soit pour les rouleaux, les tissus. Je veux par exemple produire ce tailleur. Il me faut ce tissu, il me faut du fil. Toi également, tu fais face au même problème. Il faut du tissu, il faut du fil. À ce moment-là, si nous sommes, je dis n'importe quoi, 15 acteurs qui se sont organisés en coopérative, ça fait 15 rouleaux par exemple de tissu, qui sont même de mouvement. À ce moment-là, on va toucher le détail au marché central. On peut passer la commande directement chez le grossiste. Pourquoi pas à l'usine? Et à ce moment-là, pour réaliser un tailleur comme celui-ci, non seulement on gagnerait en temps, le temps que nous avons perdu à que ce soit assembler les différentes matières premières, nos matériels, et on gagnerait aussi sur le coût de production. Parce que si le coût d'acquisition du matériel et de la matière première revient à la baisse, forcément ça a un impact direct sur le coût de production. Et à ce moment-là, ça aura directement un impact aussi sur le coût de vente. Et on pourra désormais avoir des tailleurs à moindre coût que ce qui est pratiqué sur le marché. À ce moment-là, nous sommes déjà constitués en organisation sociale capable de résoudre un problème ponctuel sur notre territoire. Et en appui ou en collaboration avec nos collectivités territoriales, ce qui représente une plus-value déjà pour le territoire sur lequel nous exerçons. Donc à ce moment-là, même question de marché, nous pourrons avoir la possibilité de se positionner sur le grand marché. Je prends l'exemple sur les tenues scolaires. Est-ce que ce sera un problème pour nous maintenant de nous positionner pour un tel marché avec une organisation comme celle-là? Est-ce que nous pourrons, est-ce que nos prix de vente pourront être pratiqués par les autres commerçants individuels?
les autres entreprises capitalistes. Parce qu'à ce moment-là, on pourrait il faut savoir aussi que l'appui institutionnel des collectivités territoriales peut être multiforme. Je veux dire simplement, même pour le paiement des impôts, même pour la facilité d'exercice, l'acquisition d'un local, par exemple. C'est ces facilités que nous avons avec les différents partenariats que nous signons que nous avons forcément avec les collectivités territoriales. Bon, je vais un peu recadrer également revenir sur la structuration en elle-même. Ça, c'était un exemple. On a identifié qui est acteur. On les a identifiés, que ce soit les petits commerçants, les éleveurs, s'organisent on les organise en coopérative agro-pastorale d'élevage. Donc, en réalité, l'objectif du réseautage, c'est de pouvoir trouver à l'intérieur de notre territoire tout bien et services qui est utile au consommateur. Donc, on n'aura plus besoin d'aller consommer à l'extérieur. On peut trouver tout à l'intérieur du réseau. Dans le réseau, il y a les coopératives de services. Donc, si je veux par exemple une aide à domicile, je me réfère à la coopérative de services du réseau. Si vous voyez un peu. Si je veux par exemple des formations agro-pastorales, je me réfère à la coopérative agro-pastorale du réseau. Que ce soit dans toutes les filières. Parce que nous avons les coopératives de production. Ces coopératives de production auront besoin d'un suivi. Et ce suivi doit être fait par les professionnels du domaine. Si je veux par exemple un tailleur ingénieur, je suis le couturier du quartier, je vais consommer à l'intérieur du réseau. Et sachant que même les consommateurs sont organisés, c'est-à-dire qu'avec une carte de membre, vos prix ne peuvent pas être que ceux d'un non-coopérateur. Donc voilà à peu près le boulevard que présente l'économie sociale et solidaire à nos jours. Actuellement, dans le Fundi, il a déjà été mis sur pied 7 relèves d'arrondissement. 7 relèves d'arrondissement. Le relève de Yaoundé premier qui encadre les activités menées par les coopératives de Yaoundé premier, donc c'est-à-dire à Yaoundé premier, dans la filière distribution, il y a une coopérative de distribution, dans la filière service, une coopérative de service, dans la filière couture et textile, une coopérative de couture, dans la filière agroalimentaire, on a les coopératives de production de jus naturel, production par exemple de pain, production, transformation de manioc, et ainsi de suite. Il en va de même pour l'enseignement des Yaoundé. On a également les mêmes filières, les mêmes coopératives qui sont en train d'être structurées, de manière à ce que tout le réseau puisse être fonctionnel. Donc, nous avons M. Nitsa également qui fait partie du RES. Il est porteur de coopérative, la coopérative de production de programmerie à Yaoundé 6. Vous rendez compte que jusqu'à présent, dans le fond, je crois qu'il y a quand même une coopérative qui fait dans la production de programme. Mais à Yaoundé 6, la coopérative doit être montée avec les acteurs justement qui sont dans la production boulangière. Ils s'organisent et puis ils peuvent maintenant se positionner dans les différents marchés de Yaoundé 6. Yaoundé 2, Yaoundé 3, Yaoundé 4, Yaoundé 5, Yaoundé 6, Yaoundé 7. Il y a 7 relais mises en place.
chapeauté alors dessus par le réseau départemental de Moukouni. Donc tout ceci a déjà été structuré. Maintenant, nous sommes dans la consolidation des différents volets en thématisant les différentes filières d'activité. C'est-à-dire qu'il faut faire des vastes campagnes de sensibilisation pour que les acteurs du terrain qu'ils puissent s'organiser en coopérative. Et justement avec l'appui technique de l'ONG Facé, qui ont des formateurs spécialisés qui accompagnent les acteurs dans le processus de formalisation et d'immatriculation des coopératives. Moi, je suis également acteur du VLS. Je suis du VLS de Yaoundé Premier, président de la coopérative de services. Et je fais particulièrement dans le domaine du management et de la gestion. Je crois que je pourrais m'arrêter là, si ce n'est pour encore développer sur ce que c'est que la coopérative. Je crois que j'ai déjà quand même pas mal dit là-dessus. Déjà, je crois que j'ai dévoilé même les 15 minutes qui étaient. Je vais m'arrêter là. L'exposé n'a pas été structuré comme je le voulais parce que je n'ai pas un document. Je n'ai pas eu la possibilité de faire un document physique. Mais sinon, Forest Camp, c'est une coopérative également, la coopérative des formateurs en économie sociale et solidaire. Et ils sont donc justement sollicités par Forest Camp pour accompagner les acteurs dans le processus de structuration, comme l'a prescrit le chef du gouvernement en instaurant le décret d'application du 2020. Merci. Merci. On a parlé des coopératives, on a parlé des résultats. Lorsque les activités sont déjà rassemblées dans un réseau, rassemblées par coopérative ou par association, parce que moi, particulièrement, je suis à la tête des réseaux départementaux, des réseaux sociaux pour la non-FAPA. Et c'est dans ce cas-là que je suis venu suite à cette formation-ci. Donc, vous êtes acteur du MES. Donc, je peux dire aussi, bon, entre guillemets, parce que ce n'est pas dans cette logique que je m'inscris. Je dépends du ministère de la sociale justement dans ce domaine. Et nous avons organisé dans ce réseau, ce vaste réseau qui regroupe déjà à la base des 12 associations. Ces associations, chacune n'avait pas une particularité dans le domaine de leur économie sociale. Nous étions appelés à formuler, à les aider à former des activités génératrices de revenus dans le domaine national. Mais la plupart sont concentrés dans le domaine agricole, puisque le défaut de ressources humaines variées, en dehors de l'agriculture, les autres secteurs d'activité sont presque morts. Vous avez parlé par exemple de la livraison, de la vente, du marketing, c'est pratiquement des problèmes. Alors, lorsqu'on est dans un réseau naissant comme celui-là, et qu'on a des ressources humaines assez réduites, parce que la plupart de la population sont des personnes très âgées, troisième âge, parfois actuellement, qui ont beaucoup de richesses, mais qui ne peuvent pas développer de la richesse. Parce que problème de réseau, problème de ressources humaines, problème de financement. Quand on a les forêts, il y a des financements pour pouvoir investir. Voilà, par exemple, je prends une formation en même temps, il faut que j'ai 10 000 en plus pour avoir un bac de pouvoir. Ça, ce n'est que l'exemple en tant d'autres. Alors, comment vous pensez qu'on peut faire cette population qui n'a qu'une seule activité? Moi, je m'arrête à une seule activité. À créer des activités dans ce réseau qui pourtant a un potentiel. Quand vous dites qu'il n'y a qu'une seule activité, D'accord.
toujours dans le cadre des activités agricoles. Nous ne procédons toujours par la filialisation parce que même dans l'agriculture, il y a beaucoup de filières. Il y a les filières de production et les filières de transformation. Est-ce qu'on se comprend? Voilà. Maintenant, si les producteurs sont organisés de manière à ce que leur production soit suivie par les experts agro-pastoraux, ils gagneraient plus en qualité de production et également maintenant ils pourront mieux se positionner sur le marché, positionner leurs produits sur le marché. Pourquoi? Parce que individuellement, il est très difficile pour les principalement pour les producteurs agricoles, pour les producteurs, il est très difficile de se positionner étant donné qu'ils font principalement dans l'informel, tous. Donc, c'est-à-dire quoi? Quand j'ai ma récolte, soit je laisse mon champ pour venir au marché, soit j'appelle les gens qui vont venir exporter à bas prix, à un prix. Donc, parce que c'est. Voilà. Ils vont me tromper, ainsi de suite. À ce moment-là, c'est très difficile d'exercer. Mais si nous sommes organisés, si on produit par exemple le cacao, on sait qu'on a des structures de transformation de cacao. À ce moment, on peut facilement négocier des contrats avec ces structures. Même, on peut maintenant envisager même des partenariats de transformation. C'est-à-dire, dès que nos produits arrivent à maturité, on a nos coopératives, nos structures de transformation qui les transforment maintenant en association, se positionnent donc mieux sur, de manière à ce qu'on puisse sortir un produit standard. Donc, avec une structuration pareille, je pense que tous les secteurs d'activité trouvent leur compte dans la mesure où ils peuvent d'abord principalement quitter de l'informel au formel. Et également, ont la possibilité de mieux se positionner sur le marché. Déjà parce qu'ils représentent, ils sont organisés en structure, une structure sociale qui a la priorité sur les structures capitalisées. Lorsqu'il faut négocier, par exemple, les marchés, d'autres institutions, parce que chaque entreprise, il faut le dire, chaque entreprise capitaliste a une responsabilité sociale auprès de l'État. Et donc, les questions d'attaquer justement cette RSE de manière à ce que lorsqu'il y a un marché, les entreprises sociales sont privilégiées. Donc, je disais, au niveau de la production, s'ils sont organisés, ça c'est quelque chose. Mais maintenant aussi pour la transformation, là on peut déjà aller dans le processus de chaîne de valeur. Là c'est toute une autre histoire. Pendant qu'il y a le plan de développement qui a été mis en place toujours dans le projet chaîne de valeur, de manière à ce que toute la chaîne soit contrôlée. Quand je dis chaîne de valeur, il faut même qu'on sache ce que c'est exactement. Une chaîne de valeur, c'est un processus qui, je peux dire ça comment, qui voit un produit de base agricole augmenter de valeur. Donc, un produit de base agricole ne s'assortit dans les champs à sa consommation finale, mais qui, à chaque étape du processus, se doit augmenter de valeur. C'est une chaîne de valeur. Le produit de base agricole ne s'assortit dans les champs à sa consommation finale, mais à chaque étape du processus, la valeur augmente. C'est-à-dire, si j'ai du cacao à la production, il y aura une équipe pour l'entretien de la culture. À la récolte, il y aura une équipe pour la cueillette, pour la manutention, pour le transport.
il y aurait une équipe pour peut-être, et à chacune de ces étapes, on se rend compte que le cacao nous coûte davantage plus cher. C'est-à-dire quoi? À la production, j'ai produit mon cacao. Plus j'ai besoin d'un service, plus le coût de production augmente. C'est-à-dire, il a récolté, je vais payer du transport pour qu'il aille d'un point A à un point B, d'une zone A à une zone B. La valeur augmente. Même dans le processus de transformation du cacao, il y a des différents ateliers qui feront en sorte que la valeur de mon produit va augmenter. Donc, c'est un peu ça. Lorsque nous sommes organisés, structurés, on peut facilement contrôler ces étapes-là. Une autre question? En fait, moi, je vais prendre le volet. Vous avez parlé de la structuration et de la sensibilisation. Parce que vous êtes organisé en coopérative, mais maintenant, il y a d'autres personnes qui évoluent un peu comme dans tout marché, le marché noir et puis ceux qui veulent. Mais maintenant, qu'est-ce qui fait problème pour que tout ne s'organise pas en coopérative? Parce que moi, je veux dire, moi, je pense quelque part que si je ne trouve pas mon avantage dans quelque chose, je ne me mets pas à l'intérieur. Est-ce parce que peut-être ces populations-là ou ceux-là qui produisent déjà ne trouvent pas leur avantage? En fait, je veux dire, quel est le problème réel? Parce qu'on aura beau dire oui, on produit, oui, c'est bien d'être en coopérative parce qu'on va augmenter de la valeur, mais qu'est-ce qui fait problème qu'on ne s'organise pas? Parce que si c'est avantageux en principe, il n'y aurait pas besoin, je pense, de sensibilisation, on aura plutôt besoin d'informer les populations et autres qui trouvent leur avantage. C'est une question très pertinente. En réalité, il y a plusieurs types de développement. Il y a le développement qui peut être impulsé par le pouvoir public. Donc, c'est-à-dire, ça implique directement de manière à ce qu'ils puissent poser des actions visant, qui vont directement impacter les populations et permettront à ce moment d'augmenter peut-être le pouvoir d'achat. Et maintenant, il y a un développement de la base, c'est-à-dire des acteurs eux-mêmes qui prennent conscience et qui décident donc une culture ou bien des habitudes de consommation. C'est-à-dire, je décide par exemple de consommer local. Quand j'achète chez mon frère qui produit localement, à ce moment, je suis sûr que je créerai de la valeur dans mon pays. Donc, c'est peut-être, voilà, par exemple, déjà deux aspects du développement distincts que nous pouvons avoir. Bon, maintenant, pour ce qui est du réseautage en ce moment, les acteurs fonctionnant dans l'informel, sachant que si je vends le plantain, je vais quitter d'ici pour peut-être à Cololina pour acheter mon plantain, mon régime de plantain et venir le vendre ici. Il faudrait que toute la chaîne soit fonctionnelle en réalité pour que je puisse ressentir l'apport du réseau en ligne. C'est-à-dire quoi? Je peux maintenant décider d'intégrer le réseau. Or, le réseau, même dans sa structuration, dit que chacun doit se filialiser. Vous devez être filialisé. Et si, par exemple, à ce moment-là, j'ai besoin, par exemple, du plantain, il n'est plus question que je me déplace, par exemple, pour aller à Konolinga pour acheter mon plantain. Non seulement je paie en temps, je paie en argent. Parce que individuellement, quand je pars, je dépense de l'argent de transport, je me nourris et je perds du temps, le temps que j'aurais pu gagner si j'étais resté sur place. Donc, je vais simplement dire qu'il faudrait aussi que les acteurs prennent conscience que s'organiser dans le formel les aiderait à mieux exercer leur activité et à gagner davantage. Parce que si ce n'est pas la conscience, je ne sais pas par quel miracle on va. Si ce n'est qu'au niveau des services publics, je ne pense pas que le gouvernement va se lever et va dire qu'on va financer individuellement chaque acteur. Il prendra part, par exemple, au GLES
C'est pas possible. Donc, c'est pour cette raison qu'ils ont également mis à disposition des acteurs, les experts TFAC, qui sont les formateurs en économie sociale également. Donc, c'est eux qui accompagnent justement les acteurs sur le terrain en leur montrant les avantages relatifs au fonctionnement des réseaux. Je pense également que vous devriez penser à pouvoir médiatiser ça. C'est médiatisé. C'est même médiatisé. C'est la dynamique qui prend. Vous savez, une dynamique comme celle-ci ne peut pas s'imposer directement sur le terrain parce que les populations ont déjà des habitudes. C'est-à-dire, quand je veux par exemple le plantain, je sais qu'il n'est pas ici au marché, j'achète mon plantain chez la plantain. Il ne saurait jamais. Il y a les coopératives de commercialisation qui sont déjà mises en place. Il y a des marchés coopératifs qui sont même organisés dans lesquels on ne vend que les produits coopératifs. Ce sont les gens qu'on organise, les choses qu'on organise. Bon, voilà, il y a des marchés communautaires. Voilà, il y a par exemple ça. Mais souvent, il y a des marchés communautaires, mais les gens ne viennent pas. Peut-être que l'information circule, mais. C'est dit que c'est cher. Voilà. Pourtant, c'est très bon. Et aussi, c'est très complexe. Il y a des facilités même qui doivent aussi être sollicitées auprès des mairies pour que nous puissions réellement fonctionner comme le veut le tout. Mais aussi, ces mairies ont besoin d'éducation parce qu'elles ont des meilleures propres missions. Donc, c'est quand le réseau lui-même va montrer qu'il est possible de vivre mieux, non seulement de vivre mieux, de gagner plus et de consommer local et moins cher. À ce moment-là, il faut que dans le domaine commun. Ok, une autre question.